La demande mondiale de lithium explose de 50% en un an. Brutalement. Dans le même temps, un continent qui n'en produit qu'environ 5% voit se creuser un déséquilibre déjà ancien, révélant une fragilité structurelle longtemps masquée par les récits dominants du marché. Que signifie réellement cet écart pour les décisions d'Ibrahim Traoré et pourquoi ce basculement discret concerne-t-il directement l'avenir institutionnel et souverain du Burkina Faso ? Un déplacement silencieux est en train de redessiner les rapports de force. Ce récit propose de comprendre pourquoi une variation chiffrée en apparence abstraite peut devenir un facteur de transformation politique concrète. En 10 mots, la promesse est claire, décrypter comment la pression sur les ressources critiques redéfinit la souveraineté étatique. L'enjeu dépasse une lecture conjoncturelle du marché du lithium. Il s'agit d'examiner comment une demande mondiale sous tension agit comme un révélateur mettant à nu des dépendances anciennes et des vulnérabilités institutionnelles longtemps tolérées. Dans ce contexte, chaque décision administrative cesse d'être neutre et acquiert une portée stratégique. Ce parcours analysera les mécanismes à l'œuvre, les perceptions divergentes entre l'intérieur et l'extérieur, ainsi que les conséquences possibles pour un pays situé au cœur du Sahel. L'objectif n'est pas de trancher, mais d'éclairer les chaînes de causalité qui relient chiffres globaux, choix locaux et recomposition régionale. La révélation initiale tient en 2 chiffres qui déplacent le regard. Une hausse de 50% de la demande mondiale de lithium en un an, alors que l'Afrique n'en produit qu'environ 5%. Ce décalage n'est pas seulement industriel, il agit comme un révélateur politique qui reconfigure immédiatement les marges de manœuvre des États sahéliens, dont le Burkina Faso. Pour comprendre la portée de cette tension, il faut dépasser la seule logique de marché. Depuis des décennies, les chaînes d'approvisionnement internationales captent l'essentiel de la valeur issue des ressources extraites sur le continent africain, laissant aux pays producteurs une part marginale des bénéfices économiques et décisionnels. Ce déséquilibre s'est progressivement normalisé, au point de devenir un cadre implicite rarement interrogé dans les relations diplomatiques et économiques. L'explosion récente de la demande mondiale agit alors comme un accélérateur, mettant sous pression un système déjà fragile. Dans ce contexte, le Burkina Faso se retrouve projeté dans une zone de friction particulière. Souvent décrit comme périphérique, il devient un point d'attention stratégique dès lors que les ressources critiques prennent une valeur géoéconomique centrale. Les décisions institutionnelles internes, autrefois perçues comme techniques ou secondaires, sont désormais interprétées à travers le prisme de cette compétition mondiale. Chaque ajustement administratif est lu comme un signal, chaque réforme comme un test de souveraineté. C'est dans cet espace de lecture élargi qu'émerge la figure d'Ibrahim Traoré, non comme simple acteur national, mais comme repère dans une recomposition plus vaste où se croisent attentes locales et projections extérieures. Le mini-écart chiffré devient ainsi une clé de compréhension. Il révèle comment une donnée globale peut transformer la signification politique de choix internes et pourquoi le récit autour du Burkina Faso change de nature à mesure que la pression sur les ressources s'intensifie. Sur le terrain, les premiers effets de cette recomposition ne se lisent pas dans les communiqués officiels, mais dans des espaces beaucoup plus discrets, dans des bureaux administratifs modestes, loin des centres de décision internationaux, de jeunes fonctionnaires burkinabés redécouvrent un rôle qu'ils croyaient figé. Longtemps cantonnés à appliquer des procédures définies ailleurs, ils se voient progressivement confier des marges d'initiative plus larges. Ce déplacement, presque imperceptible, modifient leur rapport à l'institution et à leurs propres responsabilités. Le quotidien change par petites touches. Les circuits de validation se raccourcissent, les décisions locales prennent davantage de poids, la perception d'une gouvernance imposée de l'extérieur cède la place à une logique de recentrage interne encore fragile, mais tangible. Pour ces administrateurs, la transition n'est pas un slogan politique, mais une expérience concrète qui redonne du sens à leurs fonctions. Ils deviennent des relais actifs d'un processus en construction plutôt que de simples exécutants. À plusieurs centaines de kilomètres, dans les zones frontalières plus exposées aux tensions sécuritaires, une dynamique parallèle se dessine. Les équipes civiles impliquées dans la surveillance territoriale observent un changement subtil du climat institutionnel.
Là où dominaient hésitation et dépendance à des structures extérieures, les décisions nationales acquièrent une légitimité nouvelle. Cette légitimité reste contestée, parfois instable, mais elle modifie la manière dont ces acteurs interprètent les enjeux liés aux ressources critiques et à leur protection. Ces trajectoires humaines, souvent absentes des récits globaux, offrent une clé de lecture essentielle. Elles montrent comment un ajustement institutionnel présenté comme technique peut produire des effets précoces sur les comportements, les attentes et les perceptions. À ce stade, rien n'est encore consolidé, mais un seuil est franchi, celui où les individus cessent de se percevoir comme périphériques dans un dispositif décidé ailleurs. Et c'est précisément là que le basculement commence à prendre corps. Le déclencheur prend la forme d'un geste institutionnel en apparence limité, la dissolution d'un organe électoral financé depuis l'extérieur. Avant cet acte, la trajectoire institutionnelle du Burkina Faso s'inscrivait encore, malgré des ajustements successifs, dans un cadre largement hérité, où certaines structures clés restaient liées à des dispositifs de soutien internationaux. Après ce geste, la lecture change immédiatement. Ce qui relevait d'une procédure administrative devient un signal politique, observé, commenté et interprété bien au-delà des frontières nationales. La montée en tension est rapide. En quelques heures, le récit extérieur se cristallise. Les médias internationaux parlent de dérives autoritaires, d'inquiétudes démocratiques, de fragilisation régionale. Les chancelleries reprennent ces éléments, souvent sans attendre de clarification locale. Cette accélération narrative crée un effet de plafond, une interprétation dominante s'impose, laissant peu d'espace à la complexité du contexte interne. Le Burkina Faso est de nouveau inséré dans une grille de lecture familière centrée sur l'instabilité et le risque. Pourtant, à l'intérieur du pays, la séquence est vécue différemment. Les décideurs locaux ne perçoivent pas ce geste comme une rupture brutale, mais comme un repositionnement destiné à reprendre la maîtrise d'un cadre institutionnel longtemps façonné par des acteurs extérieurs. Les administrations de proximité, déjà engagées dans un recentrage progressif, reçoivent cette décision comme une confirmation politique. Elle ne dissipe pas toutes les incertitudes, mais elle réoriente la signification de l'action publique. La résonance s'étend ensuite à des espaces plus sensibles. Les zones frontalières, notamment celles jouxtant le Mali, deviennent des lieux où se matérialise le décalage entre récits concurrents. Dans ces régions riches en ressources critiques, les enjeux sécuritaires, économiques et symboliques se superposent. Les forces maliennes affrontent des groupes armés près de secteurs stratégiques, tandis que les réseaux économiques et les acteurs extérieurs ajustent leur positionnement. Chaque mouvement local acquiert une portée régionale. Dans cette phase, Ibrahim Traoré s'impose comme un point de référence central, non parce qu'il contrôle l'ensemble de la dynamique, mais parce que sa trajectoire incarne la jonction entre décisions internes et projections externes. Chaque choix est amplifié, interprété, parfois instrumentalisé. Rien ne reste isolé. La séquence initiale, discrète dans sa forme, déclenche ainsi une onde de choc graduelle. Elle ne produit pas d'explosion spectaculaire, mais un glissement continu où les équilibres narratifs, politiques et géoéconomiques se recomposent en silence, préparant le terrain des confrontations à venir. Tout commence par un constat clair. La demande mondiale de lithium augmente de 50% en un an, puis l'écart se creuse. Cette variation rapide agit comme un multiplicateur de tension, car elle accélère des déséquilibres déjà présents au sein des économies productrices et des cadres institutionnels qui les entourent. Prenons d'abord un premier repère chiffré, cette hausse de 50% de la demande mondiale de lithium. Elle signifie une pression immédiate sur les territoires disposant de ressources critiques sans laisser de temps d'adaptation institutionnelle. Ce pourcentage ne renvoie pas seulement à une courbe industrielle, il marque un déplacement brutal du centre de gravité géoéconomique vers les régions où l'accès aux matières premières devient stratégique. Dans le cas du Sahel, cette accélération mondiale rencontre des structures étatiques fragiles, souvent dépendantes de cadres d'exploitation conçus à l'extérieur. Le chiffre agit donc comme un révélateur. Plus la demande augmente, plus les limites du modèle existant apparaissent clairement. Puis, un deuxième repère s'impose, l'Afrique ne représente qu'environ 5% de la production mondiale de lithium.
Ce ratio révèle un décalage structurel entre potentiel géologique et capacité réelle de captation de valeur. Ce chiffre, souvent cité mais rarement interrogé, expose une dissymétrie profonde. Malgré l'abondance de ressources, le continent reste marginal dans la chaîne de valeur mondiale. Les infrastructures de transformation, les circuits financiers et les centres de décision sont majoritairement situés ailleurs. Dans ce contexte, toute montée de la demande mondiale ne profite que marginalement aux États producteurs, tout en accentuant leur exposition aux pressions extérieures. L'écart entre ce que le sol contient et ce que l'économie locale capte devient un facteur central de vulnérabilité. Enfin, un troisième repère complète le tableau, près de 200 milliards de dollars quittent chaque année le continent sous forme de matières premières brutes. Ce flux traduit une perte chronique de valeur ajoutée au profit de chaînes industrielles externes. Ce chiffre synthétise des décennies de dépendance économique. Il montre que le problème ne réside pas uniquement dans l'extraction, mais dans l'absence de transformation locale et de contrôle narratif sur les ressources. Lorsque ces flux sont mis en perspective avec l'explosion récente de la demande mondiale, une conclusion s'impose: plus le système mondial se tend, plus les pays situés en amont de la chaîne deviennent exposés sans pour autant gagner en pouvoir de négociation. Pris ensemble, ces trois données forment une architecture cohérente. Elles expliquent pourquoi les décisions institutionnelles prises aujourd'hui au Burkina Faso sont interprétées avec autant d'intensité. La transition engagée s'inscrit dans un moment où les chiffres atteignent un seuil critique. Ce seuil transforme des ajustements internes en signaux géoéconomiques. Il éclaire aussi la place qu'occupe Ibrahim Traoré dans les lectures extérieures, celle d'un acteur évoluant à l'intersection d'un marché mondial sous pression et d'un État cherchant à réduire un écart devenu trop visible. Les données ne dictent pas une trajectoire unique. Elles dessinent un champ de contraintes et de possibilités. Elles montrent surtout que la souveraineté ne se joue plus uniquement sur le terrain politique, mais dans la capacité à répondre à des dynamiques quantitatives qui dépassent largement les frontières nationales. À ce stade, les chiffres n'expliquent pas tout, mais ils rendent impossible l'ignorance du problème qu'ils mettent en lumière. Un premier argument, largement partagé dans les analyses extérieures, affirme que la présence internationale constitue un rempart indispensable face à l'instabilité chronique du Sahel. Selon cette lecture, les dispositifs militaires étrangers, les programmes institutionnels financés depuis l'extérieur et les partenariats de sécurité forment une architecture protectrice que les structures locales ne pourraient assumer seules. Les défenseurs de cette position mettent en avant la technicité des opérations, l'ampleur logistique requise et la complexité des groupes armés opérant entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Dans ce cadre, toute remise en cause des partenariats existants est perçue comme une prise de risque susceptible d'aggraver les fragilités sécuritaires et économiques. Un second argument, porté cette fois par de nombreux acteurs africains, repose sur une critique structurelle de cette présence prolongée. Il souligne que des décennies d'intervention extérieure n'ont pas conduit à une stabilisation durable, mais ont au contraire renforcé une dépendance institutionnelle et économique. Les dispositifs soutenus de l'extérieur sont vus comme des prolongements d'un cadre hérité, maintenant les États dans une position subalterne au sein des chaînes de décision. Les tensions accrues autour des zones minières critiques, notamment dans les régions frontalières, alimentent cette perception. La sécurité semble parfois alignée sur des intérêts stratégiques extérieurs plutôt que sur des priorités locales. Pour répondre à ces deux visions sans les caricaturer, il faut revenir aux données et aux dynamiques observées. Les chiffres montrent une asymétrie persistante entre ressources détenues et valeurs captées localement. Ils révèlent aussi que la montée de la demande mondiale en ressources critiques coïncide rarement avec un renforcement proportionnel des capacités institutionnelles locales. Dans ce contexte, la question centrale n'est pas celle d'un retrait ou d'un maintien pur et simple des acteurs extérieurs. L'enjeu réel porte sur la capacité des États concernés à définir eux-mêmes les conditions de leur stabilité, tout en évoluant dans un environnement international sous tension. Les choix incarnés par Ibrahim Traoré s'inscrivent précisément dans cette zone grise où la recherche de souveraineté ne signifie pas isolement, mais tentative de rééquilibrage. La confrontation des arguments montre ainsi
que le débat ne se résume pas à une opposition binaire. Il révèle une interrogation plus profonde sur les formes possibles d'autonomie dans un système mondial contraignant. Ce basculement ne se manifeste pas par une rupture visible, mais par une fissure progressive dans le cadre d'interprétations longtemps dominants. À mesure que les discours sahéliens gagnent en cohérence et en visibilité, les lectures automatiques produites à l'extérieur perdent de leur évidence. Des signaux faibles s'accumulent, prises de parole plus affirmées, décisions institutionnelles mieux articulées et capacité croissante à relier ressources critiques et souveraineté sans reprendre les catégories imposées. Dans cet espace en recomposition, Ibrahim Traoré devient un repère involontaire, non parce qu'il imposerait un récit unique, mais parce que les transformations qu'il incarne obligent les observateurs à ajuster leur grille d'analyse. Une décision administrative, replacée dans un contexte de pression mondiale sur les ressources, cesse d'être lue comme un simple acte technique. Elle devient un indice de repositionnement stratégique, interprété à plusieurs niveaux à la fois. Ce point médian révèle ainsi un déplacement essentiel. Le sens des événements n'est plus exclusivement produit à l'extérieur, puis appliqué au terrain. Il commence à émerger de trajectoires internes, encore fragiles, mais suffisamment structurées pour contraindre les récits dominants à évoluer. Ce renversement ne garantit ni stabilité immédiate, ni consensus. Il redéfinit toutefois le centre de gravité du débat. À partir de là, chaque analyse doit composer avec une réalité plus complexe où les choix internes pèsent davantage sur la manière dont le Burkina Faso est perçu et situé dans la dynamique sahélienne. Les conséquences concrètes de cette recomposition se déploient à plusieurs niveaux, touchant des acteurs dont les intérêts et les contraintes ne coïncident pas. Pour l'État burkinabé, la première implication est institutionnelle. Les décisions prises dans un contexte de pression mondiale accrue sur les ressources critiques transforment la manière dont les politiques publiques sont évaluées. Chaque réforme est désormais lue comme un indicateur de solidité souveraine. Cette exposition renforce la visibilité du pays, mais accroît aussi le coût politique de chaque ajustement, interne comme externe. Pour les entreprises impliquées dans les chaînes d'approvisionnement, l'effet c'est plus ambivalent. D'un côté, la montée de la demande mondiale de lithium intensifiait l'intérêt pour les zones sahéliennes riches en ressources. De l'autre, l'incertitude institutionnelle perçue freine certains investissements ou conduit à une réévaluation des modèles de partenariat. Les acteurs économiques doivent arbitrer entre opportunités géologiques et risques politiques, dans un environnement où les règles du jeu semblent en cours de redéfinition. Du côté des populations locales, les répercussions se manifestent de manière plus diffuse, mais non moins significative. La possibilité d'un contrôle accru sur les ressources nourrit de nouvelles attentes sociales. Les débats publics gagnent en densité. Les citoyens observent les tensions extérieures tout en s'interrogeant sur les bénéfices réels d'une souverainisation accrue. Cette phase d'observation active ne se traduit pas encore par des transformations matérielles immédiates, mais elle modifie la perception du rôle de l'État et des institutions. À l'échelle régionale, enfin, le signal est scruté avec attention. Les pays voisins, confrontés à des dynamiques similaires, analysent les choix burkinabés comme des précédents possibles. Les tensions autour des zones frontalières maliennes, riches en ressources critiques, illustrent la superposition constante entre sécurité et économie. Dans ce contexte, la trajectoire associée à Ibrahim Traoré circule comme un point de comparaison, parfois comme un avertissement, parfois comme une source d'inspiration prudente. Ces 4 niveaux de conséquences montrent que la dynamique en cours ne produit pas un effet uniforme. Elle génère des ajustements différenciés, des attentes parfois contradictoires et des lectures concurrentes. Ce qui se joue dépasse donc largement une décision isolée. Il s'agit d'une recomposition progressive où chaque acteur, selon sa position, réévalue ses marges de manœuvre dans un système devenu plus instable et plus exposé aux tensions globales. L'évolution des prochains mois dépendra de la manière dont les tensions actuelles trouveront, ou non, un point d'équilibre entre souveraineté institutionnelle, contrôle des ressources critiques et réactions extérieures. 3 trajectoires plausibles se dessinent, sans qu'aucune
ne puisse être considérée comme acquise. Dans un scénario de rééquilibrage prudent, les autorités poursuivent le recentrage institutionnel tout en maintenant des canaux diplomatiques actifs. Les partenaires extérieurs, d'abord méfiants, adoptent une posture d'observation pragmatique. Les tensions sécuritaires persistent aux frontières, mais restent contenues. Les investissements ne connaissent ni envolée ni effondrement, tandis que les administrations locales consolident lentement leur nouvelle marge d'action. Ce scénario repose sur une gestion fine des signaux envoyés à l'extérieur et sur une capacité à éviter tout incident régional majeur. Un scénario optimiste suppose une convergence plus favorable, les réformes engagées gagnent en cohérence et en lisibilité. Les partenariats économiques sont progressivement renégociés sur des bases plus équilibrées, intégrant davantage de valeur ajoutée locale. À l'échelle régionale, une coordination accrue réduit certaines tensions frontalières, tandis que les récits extérieurs s'ajustent à une réalité plus nuancée. Le Burkina Faso renforce alors sa crédibilité institutionnelle, ce qui améliore sa capacité à peser dans les discussions sahéliennes et à sécuriser ses choix stratégiques. A l'inverse, un scénario de pression accrue reste possible. Plusieurs acteurs extérieurs interprètent la trajectoire burkinabé comme une remise en cause directe de leurs intérêts. Les leviers économiques, diplomatiques ou sécuritaires sont alors activés pour contenir cette dynamique. Les investissements se contractent, les tensions narratives se durcissent et les zones sensibles deviennent plus instables. Dans ce contexte, la marge de manœuvre interne se réduit et la transition risque de s'enliser dans une accumulation de contraintes. Ces trois scénarios ne décrivent pas des destins figés, mais des champs de possibles conditionnés par des choix successifs. La variable décisive n'est pas la prévision exacte, mais la capacité à penser ces trajectoires comme des cadres d'anticipation. C'est à cette condition que les décisions prises aujourd'hui pourront limiter les risques et préserver des options ouvertes dans un environnement régional et mondial sous forte tension. Pour les citoyens du Burkina Faso, les recompositions en cours modifient la relation entre institutions et population. Le recentrage des décisions internes ouvre la possibilité de politiques publiques perçues comme plus proches des réalités locales. Cette perspective nourrit des attentes nouvelles, mais aussi des interrogations. La souveraineté institutionnelle est vue à la fois comme une promesse de réappropriation collective et comme une source potentielle de tension si les résultats concrets tardent à se matérialiser. Le débat public gagne ainsi en densité, oscillant entre espoir prudent et vigilance critique. Pour la diaspora burkinabé, la situation crée un positionnement plus complexe. Installée à l'intersection de plusieurs espaces narratifs, elle observe les transformations internes tout en étant exposée à des lectures extérieures souvent simplifiées. Certains y voient un rééquilibrage nécessaire après des décennies de dépendance. D'autres redoutent que la montée des tensions diplomatiques n'affecte les mobilités, les opportunités économiques ou les liens institutionnels. Dans ce contexte, la diaspora devient un acteur de médiation, capable de contextualiser, d'expliquer et parfois de corriger les récits dominants circulant à l'international. Pour les observateurs extérieurs, enfin, l'évolution du Burkina Faso agit comme un révélateur conceptuel. Elle invite à reconsidérer des notions fréquemment employées sans nuance, telles que stabilité, partenariat ou sécurité. Les dynamiques sahéliennes montrent que les trajectoires africaines ne peuvent plus être lues uniquement à travers le prisme des intérêts extérieurs ou des cadres hérités. Elles exigent une attention accrue aux logiques internes et aux temporalités locales. À travers ces trois points de vue, un constat commun émerge. Les transformations en cours ne concernent pas uniquement un espace géographique lointain. Elles participent d'une réflexion plus large sur la manière dont les sociétés cherchent à reprendre prise sur leurs choix collectifs dans un système mondial sous contrainte. Pour le lecteur, comprendre ces dynamiques revient moins à prendre position qu'à accepter la complexité d'un moment charnière, où les certitudes anciennes perdent progressivement leur évidence. Stabiliser une transition exposée à des pressions multiples exige une architecture d'action lisible, capable de réduire les vulnérabilités sans provoquer de rupture brutale. Dans ce cadre, la trajectoire associée à Ibrahim Traoré fonctionne comme un point d'orientation, non comme une solution isolée, mais comme un vecteur autour duquel s'organise un effort collectif.
5 leviers structurent cette feuille de route. Le premier levier concerne l'ancrage de la gouvernance locale. Il s'agit de renforcer les circuits administratifs de proximité afin que les décisions souveraines produisent des effets mesurables sur le terrain. Cela implique une clarification des responsabilités, des délais de mise en œuvre identifiables et des indicateurs simples permettant d'évaluer l'impact réel des réformes. Le deuxième levier porte sur la sécurisation des zones sensibles. Les espaces frontaliers où se croisent enjeux militaires et ressources critiques nécessitent une coordination interne renforcée. Une meilleure articulation entre acteurs civils et forces de sécurité réduit les marges d'intervention extérieure et limite les risques de dérapage stratégique ou narratif. Le troisième levier vise le rééquilibrage des partenariats économiques. Renégocier les cadres liés aux matières premières pour augmenter la part de valeur ajoutée locale constitue un objectif central. L'enjeu n'est pas l'isolement, mais l'ajustement de relations longtemps asymétriques dans des calendriers compatibles avec les capacités institutionnelles existantes. Le quatrième levier concerne l'unification du récit national. Clarifier les objectifs internes et expliciter les choix permet de contrer les interprétations rapides produites à l'extérieur. Une cohérence narrative protège la transition contre les lectures simplificatrices qui fragilisent la crédibilité des réformes. Enfin, le cinquième levier repose sur la consolidation des alliances régionales. Coopérer avec les pays voisins pour harmoniser certaines politiques et partager l'information transforme une trajectoire nationale en dynamique collective, renforçant la résilience du Sahel face aux pressions globales. Pris ensemble, ces leviers dessinent un chemin conditionnel. Leur efficacité dépendra moins de l'intention affichée que de la capacité à articuler qui fait quoi, à quel moment et selon quels critères d'évaluation. Au cœur de la séquence observée, un détail longtemps relégué à l'arrière-plan revient avec insistance. Ces administrateurs de terrain et ces équipes civiles qui, dès les premières réformes, ont porté sans bruit les gestes concrets du changement. Leur engagement discret forme la trame humaine reliant décisions stratégiques et réalité quotidienne. Pendant que les récits s'affrontaient à l'extérieur et que les interprétations se multipliaient, ce sont eux qui ont maintenu les structures fonctionnelles, donnant une continuité à la transition. Ce motif, esquissé plus tôt, trouve ici son écho. Il rappelle que la transformation ne s'incarne pas seulement dans les annonces ou les symboles, mais dans des pratiques répétées, des responsabilités assumées et des ajustements patients. Dans ce paysage en recomposition, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un acteur solitaire que comme un point de convergence. Sa présence cristallise attentes et critiques, mais elle renvoie surtout à une volonté collective de reprendre prise sur des cadres longtemps déterminés ailleurs. Lorsque l'intensité des tensions narratives retombe, une certitude demeure. Rien de durable ne se construit sans ces relais humains. Leur persévérance donne une profondeur au changement au-delà des cycles médiatiques et des lectures conjoncturelles. C'est là que se loge la dimension la plus stable de la transition, celle qui transforme un moment politique en trajectoire vécue. Au terme de ce parcours, une idée s'impose avec clarté. Ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso ne peut être réduit à une séquence politique isolée ni à un simple ajustement institutionnel. Les dynamiques observées s'inscrivent dans une conversation plus large sur la souveraineté, la justice économique et la manière dont les peuples souhaitent reprendre la maîtrise de leurs ressources et de leurs récits. Le Sahel devient ainsi un espace révélateur de tensions qui traversent bien d'autres régions du monde. Dans ce cadre, le rôle du lecteur n'est ni de juger hâtivement, ni de choisir un camp figé. Il s'agit plutôt d'accepter la complexité d'une transition encore inachevée, faite de contraintes, de marges de manœuvre et d'arbitrages successifs. Comprendre ces trajectoires, c'est reconnaître que les certitudes anciennes s'effritent et que de nouveaux équilibres cherchent à émerger. Partager ce récit, en débattre, l'interroger sous d'autres angles, contribue déjà à élargir l'espace du dialogue. Les transformations ne prennent sens que lorsqu'elles sont discutées, confrontées et replacées dans des contextes multiples. Alors, face à ces recompositions silencieuses, quelles questions vous semblent aujourd'hui les plus décisives pour penser l'avenir du Burkina Faso et plus largement celui des régions confrontées aux mêmes tensions ?